Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle des nouvelles constructions de mauvaise qualité. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, le gouvernement du Québec a introduit de nouvelles mesures pour prévenir les vices cachés dans les nouvelles constructions de condos. 3 inspections obligatoires seront imposées à tous les nouveaux bâtiments avec une attention particulière avant la pose des cloisons, la fermeture des murs, pour déceler les éventuelles malfaçons. Ces inspections seront menées par des professionnels tels que les ingénieurs, les architectes et bien sûr les inspecteurs de la Régie du bâtiment du Québec. Et les promoteurs devront obtenir une attestation de conformité avant la livraison des logements, sous peine de lourdes sanctions financières en cas de non-conformité. Et j'aimerais savoir, David, est-ce que tu sens, avec ton expérience, avec tes clients, est-ce que tu sens une nervosité des contracteurs ou, tout au contraire, il y en a qui sont contents que ces balises, si on veut, vont faire en sorte qu'il va y avoir moins de mauvais contracteurs? Ben écoute, premièrement, depuis 6 mois, je te dirais, je travaille un peu moins avec des contracteurs. Tu sais, la majorité, j'ai beaucoup de clients qui ont tous liquidé leur stock durant la COVID, là. Mais tout le monde, on dirait, moi, mes clients contracteurs sont comme tout un peu sur le hold, là. Ils sont plus tranquilles, ils ont fait leur argent, puis ils travaillent pas trop, là. Fait que j'ai pas eu vent de ça pour eux. Puis, tu sais, dans les contracteurs qui font de la maison neuve, non plus, tu sais, j'en fais moins ces temps-ci. Mais je suis sûr que ça ne leur plaît pas nécessairement parce que souvent, tu sais, il y en a, d'après moi, qui veulent, tu sais, ils veulent garder le contrôle de leur construction, puis ils veulent pas trop que ça. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Ouais. Ils veulent garder ça secret un peu, tu sais. Mais ouais, d'après moi, ça les enchante pas nécessairement. Mais tu sais, un contracteur qui faisait bien sa job, ça devrait pas le stresser, dans le sens que si ces constructions sont bien construites, moi, je ne verrais pas pourquoi ça les stresserait, là. C'est sûr qu'il y a plus de gestion, là, mais c'est pas supposé. Puis de toute façon, si la job est mal faite, c'est son sous-traitant souvent. Il va falloir qu'il le rappelle, puis c'est lui qui va devoir faire la belle job. Si le gars il a payé pour une job X, mais ça dépend. S'il y en a qui tournent les coins ronds, c'est là que ça va être plus problématique. Là, mais peut-être la sous-traitance, justement, va manger une petite claque s'ils font mal leur job. Là, c'est ça, exact. C'est sûr que quand tu as des inspections qui font en sorte que, en tant que contracteur, tu peux te baquer en disant, écoute, il y a eu 3 inspecteurs, là. Il y en a un architecte, un ingénieur, puis un inspecteur de la Régie du bâtiment du Québec. J'ai fait ce que j'avais à faire. Exact. Ça, c'est une bonne chose pour eux. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les contracteurs, ils ont des sous-traitants. Ouais. Et c'est les sous-traitants qui travaillent très, très vite, là. Et c'est ces sous-traitants qui tournent les coins ronds. Et je confirme ton point. Je crois que ça va être tout un sport. Parce que le contracteur rappeler les contracteurs, les sous-contracteurs et l'expliquer. Il faut que tu reviens. Là, eux autres, ils donnent un rendez-vous dans 6 mois et 2 semaines. Là. Non, mais la gérance de chantier, ça a tout le temps été bien compliqué. Là, exact. C'est encore de métier. Là, mais non, mais là, tu sais, habituellement, c'est quelqu'un qui fait du gros volume. Là, habituellement, le gars qui sous-traite, là, s'il veut avoir la job, il vient de vite. C'est pas comme quand tu veux faire des rénaux chez vous. Là. Oui, c'est ça, exactement. Après moi, il va se dépêcher à revenir là, si c'est un bon client. Mais tu sais, un des promoteurs avec qui je faisais affaire, lui, il construisait un petit peu en haut des normes, dans certaines choses, là, pas toutes. Là. Il y en a qui respectaient les normes juste. Là. Mais tu sais, lui, dans le fond, lui, il veut que ses constructions soient belles, puis il veut pas être pogné avec des vis cachés là, quand c'est vendu. Là. Fait que, dans le fond, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, tu sais, un gérant de chantier qui doit vérifier. Tu sais, le gérant de chantier, lui, il faut quand même qu'il gère les corps de métier, puis il faut qu'il vérifie si la job est faite. Fait que, tu sais, des fois, tu ne peux pas être partout à la fois. Là. Fait que si jamais il y a une inspection, peut-être qu'il y a des choses qu'il pourrait ne pas voir que finalement, la personne qui sous-traitait va devoir revenir. Fait que ça pourrait être une bonne chose pour eux, effectivement. Exact. C'est ça que je crois moi aussi.
Et bon, j'aimerais qu'on passe les points là, pour que ça soit très clair pour les gens qui nous écoutent. Donc, les habitations neuves construites au Québec devront obligatoirement faire l'objet de 3 inspections, et ce, dès 2029. C'est quand même J'ai trouvé ça drôle qu'il y ait un article comme ça. Là. Yes, on va avoir des inspections, c'est comme avant 2029. C'est dans 5 ans. Ouais, exact. C'est vrai que c'est un petit bout, hein? Mais d'après moi, ça vient de sortir, puis ils cherchaient des articles, que le journaliste il est sorti. Exactement, c'est ça. Là. Exact. Guillaume Côte-Noire, il cherchait un article. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. L'article pour notre podcast, on l'a repris. Donc, et ça, selon un règlement du gouvernement adopté dans le but de mieux protéger les consommateurs. Nice. Mais c'est quand même correct parce que, tu sais, il y en a bien des histoires de vis cachées, en tout cas, moi, que j'ai entendu. Ça en parlera tantôt, mais souvent, c'est dans les grosses vis cachées. Mettons, il y a une dalle structurale. Là. Ça veut dire qu'il y a un garage souterrain puis il y a une grosse dalle en haut de ça. Souvent, il y a de l'infiltration d'eau là-dedans. Puis, réparer ça, c'est des centaines de milliers de dollars. Là, il y a un projet comme ça à Boisbriand. OK. À Boisbriand, il y a des condos qui ont été construits justement. Il y a eu des infiltrations sous la dalle de béton. La dalle de béton est finie. Le bâtiment est fini. Ah ouais. Ouais. Je vais, si tu veux continuer, je vais probablement le trouver. Mais exact. Mais tu sais, des fois, c'est juste une membrane. Mais pareil, tu sais, en tout cas, dans le projet que moi je parle, il fallait tout de suite défaire. Il y avait un gros paysagement de fait, puis du pavé uni, puis tout. Ça a tout été défait puis refait là, pour mettre une membrane en dessous de ça, tu sais, qui empêche l'eau de s'infiltrer. Là. Mais ça, c'est le genre de vis caché. Mais ça, c'est le genre d'affaire, d'après moi, que même à l'inspection, la GCR ne pourrait pas voir. Là. Des fois, l'eau, des fois, ça infiltre un peu partout. Là. Mais quand même, ça va peut-être éviter des problèmes. Là. Il y a des grosses histoires. Il y avait un revêtement là, de l'agrégat dans le temps. Là. Ils installaient ça. Là. Je ne sais pas si ça dit quoi, Dragoche? Oui. L'agrégat, c'est un revêtement plus qu'on voit dans le sud. Là, ou dans des autres. Je sais c'est quoi, comme du stucco, là, comme du stucco. Avec des petites roches dessus. Avec des petites roches dessus, ça donne l'agrégat. Ouais, quand on est arrivé ici au Canada, la première maison dans laquelle on est habité, c'était comme ça, à deux montagnes. Moi, en tout cas, mon expérience avec ça n'est pas nécessairement bonne. Souvent, il n'y avait pas de ventilation. Il y a de la ventilation qui doit y avoir pour que le gel dégèle, il n'y ait pas d'humidité pour que ça sèche là, à l'intérieur. Puis bref, souvent, ça amenait à même ça, il peut y avoir des trous, l'eau peut s'infiltrer facilement. Là. Puis c'est vraiment pas idéal au Québec. Là. Mais il peut y avoir des gros problèmes que le bois est tout pourri. Moi, c'était des condos complets. Là. C'était des affaires de centaines de milliers de dollars à réparer. Là. Check ça. Peut-être que la GCR aurait empêché ça. T'sais. Oui, exactement. C'est surtout ça qu'ils veulent. Exact. Check ce que je te dis. Ça, c'est au mois de septembre l'année passée, l'article. Avril. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. 1 an, là, à peine. Mais check ça. Stupéfaction à peu près 162 propriétaires de condos devront abandonner leur maison, même. Ah ouais. Tout un ensemble résidentiel âgé d'à peine 15 ans devrait être refait car les habitations sont toutes gravement affectées par le même vice de construction ou de conception. Il s'agit de 27 habitations de 6 condos chacun. C'est quoi exactement le vice? Check bien. Sont perçus degré. Mais reviens en haut. Il avait le coût en haut, je pense. C'est 54 millions qui devront être investis par 162 copropriétaires. Voilà. Fait que c'est combien? 54 millions? Et ça va revenir cher après. Mais là, pardon, je ne pas bien, tu sais. Ouais. 162. Copropriétaires. Fait que c'est à peu près, c'est 333 000 chacun. Faut que tu rachètes ton condo, là, tu sais. Exact. Plus tu as une hypothèque de peut-être pas 450, là, mais ils l'ont acheté il y a 15 ans, mais 200, même s'il y en a 115 000 qui restent, là. Tu viens d'en vendre un, tu sais, mettons à 300 000. Tu viens d'acheter à 300 000, tu sais. C'est ça. Exact. Ah, c'est horrible. Puis là, de plus bas, ça dit quoi? Donc, plus d'expérience démonique propriétaires des experts de constater l'emploi de dégâts. Donc, son condo n'existe plus, là. Ah ouais. Et c'est que l'eau a rentré, donc, à travers, dans les... où il y a la dalle de béton, là. Ah ouais. OK, donc on le voit ici, là, tu vois? Ah, OK. Ici... Ça, c'est suite
des infiltrations d'eau récurrentes ont créé des dommages irréversibles. OK, fait que c'était récurrent, là. C'est ça. C'est OK. ça. L'eau, source de problème, bon. C'était mal construit. On ne sait pas c'est quoi exactement. Exactement. Là. Le bois contient 7% il est d'environ 19% normal. Après, dans l'âge, il va sortir une partie de... Donc, c'est ça qui s'est passé. Okay. La santé des copropriétaires au risque. En tout cas, on ne s'éterniserait pas là-dessus. Je me demande c'est quoi le vice pour que ça ne soit pas réparable. En tout cas, il faudrait lire l'article en détail. Là. Mais, c'est horrible. Hein. Check, corriger ou démolir. 2 scénarios ont été présentés. Ah, OK. Mais aucun ne leur permettra d'éviter de perdre leur propriété. C'est incroyable. Le coût de reconstruction, c'est environ 500 000 par copropriétaire. OK. Dissolution, procédure permettant d'organiser. Wow. Là, en tout cas, puis là, il doit y avoir une histoire de poursuite avec l'ancien contracteur, puis il doit pas être trouvable. Là, exact. Sa compagnie est dissoute. Là, c'est ça. Ils font tout ça. Là, okay. Ouais, donc, c'est ça. Je voulais pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais les gens peuvent aller voir. Donc, ça fait partie. Stupéfaction à Boisbriand. 162 propriétaires de condos devraient abandonner leur maison. Ça fait partie du sujet. Oui, exactement, c'est ça. Peut-être que ça aurait pu éviter ça, mais... Exact. Parce que check ce que ça dit. Dès le 2029, la GCR, Garantie de construction résidentielle, mandatée par le gouvernement du Québec, va inspecter obligatoirement à 3 reprises ces bâtiments en construction. OK, donc c'est la GCR qui va s'occuper de ça. C'est que tous les bâtiments vont être inspectés avant la fermeture de mur, c'est sûr. La qualité de la plomberie, ainsi de suite. OK. Et les 3 inspections, donc les histoires d'horreur sont monnaie courante, on vient d'en voir une là, à Boisbriand. Mais le gouvernement Legault va s'attaquer à ce flot et normaliser les bonnes pratiques. Selon les informations, le ministre Jean Boulet forcera l'ensemble des promoteurs immobiliers, forcera, ce n'est pas une invitation, à faire inspecter leurs bâtiments à 3 reprises de la construction. Un projet de loi sera déposé en ce sens mercredi à l'Assemblée nationale. OK, il était déposé, donc c'est pour ça qu'on fait le sujet aujourd'hui. Mais c'est pour ça que l'article est sorti. Oui, exactement. Donc, à l'heure actuelle, seuls les ouvrages neufs de 4 étages et moins sont inspectés systématiquement par l'organisme à but non lucratif. Mais je ne sais pas, ils vont faire quoi avec les... Vas-y, excuse. Oui, c'est juste ça. C'est juste dire que ça, c'est une des raisons, là. Oui. De 4 étages et moins. Parce que c'est pas... Oui. Mais je disais juste, c'est pas tous les immeubles. Tu sais, la GCR, c'est pas elle qui garantit la construction de tous les immeubles. Je pense que c'est tout ce qui est résidentiel, donc de moins de 5 logements. Fait que je me demande qu'est-ce qui va arriver avec les immeubles de plus grosse envergure. Oui, c'est ça. Check, les constructeurs pourront faire appel à des professionnels comme les ingénieurs ou des architectes ou à des inspecteurs à RBQ pour examiner leur bâtiment. OK. Une attestation de conformité démontrant que le code de construction et les normes municipales ont été respectées devrait être obtenue avant que les propriétaires ne puissent fouler le sol de leur nouvelle acquisition. Okay. Donc, on a déjà parlé de ça au début. Donc, nouvelle mesure qui sera imposée à toutes les nouvelles constructions. Une dernière fois, on va répéter 3 inspections obligatoires de la construction des bâtiments. Une des inspections doit être réalisée avant de fermer les murs. Évidemment. Bien important. OK. Et les 2 autres inspections seront réalisées à des étapes cruciales comme la fondation, la charpente et la finition. Ouais. OK? La finition, c'est important. Un gros défaut qu'on voit souvent, les douches, là, les douches, mettons, indépendantes, là, souvent c'est en céramique, là, mais les joints, l'espèce de support qui tient la porte, là, il est fixé au mur. Là, il n'y a pas de calfeutrant de silicone, là, puis là, l'eau s'infiltre. Ça, c'est un classique. Là. Exact. Ils ont oublié de mettre du calfeutrant à l'intérieur de la douche. Là. Fait que ça, c'est pas une grosse affaire, mais ça va endommager un peu ton J-Proc au bas du mur, le temps que tu fasses la réparation. T'sais. Ça va sécher sûrement. Là. Mais c'est le genre d'affaire que la finition, c'est important. Exact. Donc, ça. Et bien sûr, les contracteurs, comme on dit, les constructeurs qui ne respecteront pas leurs avis de correction émis par les inspecteurs
réponderont à des actions administratives pécuniaires. OK? Est-ce que, donc, on a vu à partir de 2029 que la loi va s'appliquer. Ensuite, les inspections visant à détecter des problèmes fréquents comme les défauts de revêtement extérieur et de l'étanchéité des portes et des fenêtres. Donc, cette inspection est une inspection exhaustive. C'est pas juste les murs, là, voir si c'est correct. Non, mais c'est ça. C'est pas juste une inspection visuelle. Visuelle, exact. Mais en fait, oui, c'est visuel, mais c'est parce que les murs vont être ouverts. T'sais. Habituellement, quand tu inspectes ta maison déjà construite, c'est visuel, mais en surface, tu essaies de déceler les défauts, mais tu ne vois pas à l'intérieur, tandis que la gestionnaire, à chaque étape de construction, à 3 différentes étapes, ils vont venir. T'sais. Dont 2 avant la finition. Là. Fait que c'est bien. T'sais. Et ce qu'ils disent les entrepreneurs, c'est que, bon, ils doivent suivre une formation pour obtenir la licence de la RBQ, obviously, mais aussi c'est qu'ils voient ces inspections d'un bon œil. Aussi les citoyens, espérant moins de problèmes avec les entrepreneurs honnêtes, ils voient ça du bon œil. Exact. Mais les entrepreneurs estiment que ce programme est une bonne chose, mais qu'il nécessitera une meilleure planification logistique. Ah, c'est clair. Puis déjà que c'est compliqué, mais ça, c'est le travail du gérant de chantier. C'est de la job en tabarnouche. Là. Tout gérer ça, ça a l'air de rien, là, mais si tu as prévu tous tes corps de métier, il y en a un qui annule pour X raison, mais il faut que tu recédules tout. Voilà. Exactement. C'est de la job. Là. Enfin, c'est une job à part entière. Des fois, on pense à l'autoconstruction, c'est facile, là, mais tu le sais pas tant que tu ne l'as pas vécu. Exact. C'est bien dit. Bon, donc, ce sujet avec les nouvelles constructions de mauvaise qualité a été fait. Est-ce que tu as une anecdote pour nous ou d'autres choses à rajouter? Oui, écoute, ça a été vite. Mais oui, j'ai une petite anecdote. Mais l'anecdote que je vais compter, c'est pas tant par rapport aux vices de construction que par rapport à l'achat d'une achat pré-construction d'un immeuble. Il faut faire bien attention quand tu achètes. Il y a des petites histoires d'horreur des fois quand tu achètes un projet qui n'est pas fini, en particulier des condos. Ouais. Fait que c'est important de faire une bonne recherche de l'entrepreneur avec qui tu achètes. Est-ce qu'il commence? Est-ce que c'est son premier projet? Sûrement que s'il a fait 28, des dizaines de projets avant l'achat, puis qu'il les a tous menés à terme, il y a des bonnes chances qu'il soit capable de se rendre au bout. Là. Mais même à ça, c'est pas garanti. Tu ne sais pas si le gars va faire faillite ou. Fait que dans le fond, c'était même avant que je sois courtier, dans le fond. Là. Non, mais je pense que c'est au début, quand je suis devenu courtier. Là. C'est le père, je veux dire, une cliente à ma mère. Ma mère est esthéticienne. Puis, juste à côté de son salon d'esthétique, il y avait un projet c'était à Repentigny, là, sur le bord du fleuve, il y avait un projet de condo neuf, de construction neuve. Puis, il était, le promoteur vendait ça comme des condos de luxe, là, écœurants, avec une piscine creusée, de l'aménagement. C'était vraiment c'était vraiment un projet luxueux, puis que ça allait être vraiment écœurant. Puis il a pogné une couple d'acheteurs. Puis là, il était supposé d'avoir, je pense, c'était tous des blocs de 6 unités, ou 8, mettons. Fait que il y avait, mettons, 8 condos, des bâtisses isolées de 8 condos chacun avec garage intégré. Puis il voulait en construire, mettons, 10 de 8, mettons, pour 80 unités. Là. Fait que la cliente en mer, elle achète un condo là-bas. C'était une des premières. Je pense qu'elle a payé ça dans le temps, 450 000. Surtout il y a 10 ans, là. Il y a 10 ans, là, un condo à 200 000, là, à 200 000, tu avais du choix. Tu avais un beau 5,5, puis en 250, tu avais de quoi d'écœurant. C'est ça. T'as dit il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Oh, 10 ans, easy, parce que moi, j'ai acheté le mien en 2011 à Saint-Hubert, sur le parc de la Cité, avec garage, flambant neuf, à 191 000. Même 191 000. C'est à Saint-Hubert, ça avait ça inclut tout. Sur le parc de la Cité, en arrière de chez nous, c'est le parc de la Cité. Mais ça valait plus cher à Saint-Hubert qu'à Repentigny, en plus. Exact. Fait que la madame, elle achète ça autour de 400 000. Déjà, en partant, à moins que ce soit un condo là, de malade, là. Genre, tu sais, un penthouse, à rappelle, il y avait un penthouse là, sur les émeraudes, là, chez ceux qui connaissent. Il y a Seb Toutan, là, le snowboarder, il est propriétaire, je pense, d'un penthouse en haut de ça. Ça vaut 1 million, tu sais, aujourd'hui. Mais bref. Fait que là, elle achète ça. Là, le constructeur, il en termine 1, 2, 3, mettons. Fait que 3 des 10 des bâtisses de 8 logements, là.
8 condos. Fait que là, il y en a 3 de 8 logements, mettons. Là, il est vend. Mais là, ça ne se vend pas. Tu vois que le projet, il stagne. Fait que là, tu sais, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le projet, pendant 3 ans, il stagne. Puis là, tu checkes. Moi, j'avais checké m'amener. Tu checkes le registre foncier. Il y avait plein d'hypothèques légales du gouvernement du Canada. Tu sais. Il n'avait pas payé ses impôts. Il devait blinder. En tout cas, le gars est en train de faire faillite. Ça va pas bien. Il essaie de reflipper le projet. Fait que finalement, tu sais, la madame qui a acheté ça, premièrement, elle l'a acheté. Mais premièrement, la construction, quand elle était finie, là, elle l'emménage dans son logement, mais c'est même pas des condos luxueux dans le sens que c'est des structures de bois, tu sais. Tu sais, où il y a des normes de plancher de béton, mais c'est pas une structure de béton. Fait que là, il y a une grosse différence d'insonorisation, mais c'est légal, selon le code du bâtiment. Là. Mais c'est fait selon des condos normales, que c'est pas des condos luxueux. Fait que tu t'es sur le bord du fleuve, il y a ça. Il n'y a pas de piscine, il y a pas de piscine creusée. Finalement, le projet est avorté pour ça. Puis elle n'avait pas vraiment de protection. Là, elle a acheté le condo, mais c'était peut-être pas écrit dans le contrat qu'elle allait avoir une piscine creusée. Là. Peut-être il aurait fallu que ce soit écrit pour que les copropriétaires puissent avoir des recours. Fait que finalement, elle achète son affaire à 450, ça vaut finalement même pas 200. Peut-être 200. Fait que là, elle perd quasiment 200 000 dans l'achat de ça, puis elle avait acheté 100% content. En tout cas, une affaire de fou. Puis ça a pris comme 3 ans, 4 ans, 5 ans avant que le projet recommence. Fait que finalement, il les a finis, là, tu sais. Mais pendant 5 ans, c'était comme il n'y avait pas d'asphalte, c'était sa boîte. Fait que la madame s'est fait avoir. Fait que c'est pas tant un vice de construction que c'est plus qu'elle l'a acheté. Puis les promesses n'ont pas été rendues. La personne a fait faillite, le promoteur. Puis ça a perdu beaucoup de valeur. Mais sûrement qu'aujourd'hui, mettons, aujourd'hui, elle pourrait peut-être récupérer l'argent qu'elle a mis, là, ça le restait là. D'après moi, ça regarde de le vendre 400 000, parce que le projet est quand même beau. Mais c'est pas des condos, c'est des condos de base. Ben, c'est des beaux condos. C'est très spacieux avec garage, mais c'est pas meilleur que d'autres condos qui sont sur le bord du fleuve en termes de qualité de construction. Puis il n'y a pas eu de piscine creusée, puis il y a plein d'affaires qu'il n'y a pas eu. Là. Fait que faut faire attention. Fait que c'est pas juste les vis cachés, c'est souvent pré-achat, pré-construction, il faut faire extrêmement attention. Moi, personnellement, je ne sais pas, à moins que j'ai vraiment confiance en ce promoteur-là. Puis souvent, tu donnes des dépôts, tu sais, sont pas nécessairement, tu les donnes directement au promoteur. Là, fait que ça, il y a des montants qui sont garantis par la GCR. Il faut faire attention. Si tu donnes plus, c'est pas nécessairement toute garantie. Fait qu'il faut faire attention, pas juste au vis caché, des fois c'est pré-construction. Fait que c'est ça l'anecdote. Fait qu'elle, elle a perdu beaucoup. Mais là, aujourd'hui, elle devrait être correcte. Là. Si elle a gardé son condo, là, elle ne devrait pas être perdante. Là. Elle est peut-être kiff-kiff, sauf que si tu checkes le 10 ans, elle a mis trop d'argent dedans. Là. Exact. Bon, mais ça fait une bonne transition au marché immobilier. J'aimerais parler du marché immobilier au Québec. Ouais. Donc, j'ai trouvé cet article qui dit que les ventes ont augmenté au mois de septembre. Check. Les ventes résidentielles dans la région de Montréal ont augmenté de 18% en septembre 2024 par rapport au même mois l'an dernier. Ça, c'est vraiment bon. C'est quand même beaucoup, là. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce sujet dans notre podcast. 18%, c'est beaucoup, là. Est-ce que toi, tu sens ça? Ben, non, mais là c'est comparé à l'année passée, mais oui, je le sens. Mais l'année passée, c'était quand même pas si pire. Non, mais c'est parce que l'année passée, c'était rendu à l'automne. Octobre, mettons septembre, octobre, novembre, là, c'était extrêmement au ralenti, mais ça coïncidait avec la hausse des taux. On dirait, là, en fait, ce qui est arrivé, on dirait que dès que la hausse des taux est arrivée, on dirait que c'est la première fois, moi, depuis 3-4 ans, là, qu'à l'automne, là, c'était pas un bon marché. Parce que avec la COVID, même avant, c'était tout le temps. Pendant 4 ans, ça a été plus les 3 dernières années, là, avant l'année passée, là, c'était tout le temps bon. Là, peu importe t'achetais quand, là, peu importe tu vendais quand, ça se vendait. Puis l'année passée, moi, je vendais, mettons, là, toutes mes inscriptions, c'était extrêmement au ralenti. Puis on dirait que les acheteurs, ils avaient peur à cause de la hausse des taux. Tout le monde était comme. Ils ont comme pris 2 minutes, puis ils se sont dit, OK, on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe avec les taux. Ça va être la crise immobilière. Là, finalement, les prix se sont maintenus. Puis, rendu au mois de janvier, février, le marché avait repris. Pour moi, en tout cas. Puis, dans les types de propriétés que je vendais. Là. Mais j'avais eu un petit peu peur parce que octobre, novembre, l'année passée, c'était comme. J'étais comme plus sûr. Là. J'arrivais pas à rien vendre. Puis, je vendais beaucoup de condos à ce temps-là. Ça devait donner de même. Puis, les condos, c'était vraiment mort.
Mais bref, ça avait tout repris. Fait qu'on dirait que là, le marché, il fait juste continuer. Là, les gens se sont habitués au taux. Ils ont confiance au marché. Puis on dirait qu'il y avait vraiment eu comme un frein à cause de la hausse des taux. Tout le monde avait peur un peu de se mouiller. Là. Fait qu'il y avait ça qui est arrivé, je pense. Parce qu'il s'agit d'un niveau d'activité transactionnelle supérieur à la moyenne historique enregistrée pour cette période de l'année, donc septembre, depuis que les données sont compilées par Centris en 2000. Donc, depuis 24 ans, c'est supérieur à la moyenne historique. Et le prix médian d'une maison unifamiliale en septembre s'est chiffré à 590 000, soit une hausse de 7 % par rapport à septembre 2023. Et le prix médian d'une copropriété est de 415 000, plus tu vois, 4 ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Okay. Donc, les transactions ont augmenté, les inscriptions ont augmenté, ça ne le dit pas, mais nous, on a fait des podcasts là-dessus. Ouais. Les inscriptions ont augmenté, les ventes ont augmenté, les prix ont augmenté. Mais c'est ça. Mais là, si tu checkes en termes de proportion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que le marché va bien, puis on a réussi à rattraper, c'est plus des hausses de 40 là, mais c'est encore beaucoup, 7 fait que, ça a été payant à ceux qui ont acheté une maison encore. Fait que le marché au Québec, il va extrêmement bien. C'est rassurant que malgré la hausse des taux, sauf qu'en même temps, c'est-tu rassurant pour les taux, parce que là, ils ne voudront pas baisser. Parce que là, si tu mets des taux à 2 là, la flambée continue. Là, c'est ça l'affaire. La flambée des prix. Fait que c'est correct d'avoir des taux comme ça. Sinon, ça va faire en sorte que l'écart entre les. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est ce que l'écart des riches et des pauvres, selon tout le temps. Là. Mais dans un marché où est-ce que les prix flambent, là, c'est encore pire, là, je pense. Fait qu'il faut garder les taux quand même à un certain niveau pour calmer la frénésie de ça. Parce que tu vois que malgré ça, les prix continuent à monter. Exact. Puis tu as vu, les condos, c'était 4 les maisons, c'était 7 Oui. Les condos, là, ça a pris moins de valeur en termes de proportion, selon moi. Il faudrait checker les chiffres, là, que les maisons unifamiliales depuis la COVID. Mm-hmm. Fait que ça a été plus payant ceux qui avaient des maisons. Fait que des fois, si tu dis, j'achète-tu un condo ou une maison, si ton but, c'est. Ben là, rendu, c'est vraiment de la spéculation. Là. Mais si ton but, c'est de faire plus d'argent dans le temps en termes de plus-value puis de valeur là, avec l'inflation, là, je pense qu'avec une maison, tu as plus de chances que ça prenne plus de valeur qu'un condo. Ouais, en pourcentage. Oui. On dirait en que pourcentage, puis en absolu aussi. Ah ouais. Parce que c'est souvent le prix est plus haut que le condo. Ah ouais, mais c'est ça, exactement. Bon, puis en plus, check ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ottawa va faciliter la construction des logements accessoires pour les propriétaires. OK. Donc, ça, c'est quoi les logements accessoires? C'est les bachelors. T'sais, on appelle ça au Québec une maison avec un bachelor. Ah ouais. Mais ça, en français, si on veut être... Mais tu sais, des fois, on dit, c'est-tu un duplex? C'est des logements accessoires. Ou c'est un logement bachelor accessoire, ouais. Là, en français. Mais tu sais, souvent, mettons, il y a des règles plus souples pour les logements accessoires. Exemple, ça peut être le même compte d'électricité, tu sais. Oui. Mais ça dépend, chaque ville a leur règlement, mais en termes de je pense, en tout cas, je ne sais pas si c'est les règles en bâtiment, là. Mais je sais que tu peux avoir, en tout cas, moi, j'ai déjà vendu des maisons bachelor avec, il y avait un boîte électrique. Mais tu sais, un duplex, ça soit absolument 2 boîtes. Sinon, ça ne sera pas considéré comme un duplex. Oui, là, si tu veux savoir si ton logement est légal, ben là, vérifie avec la municipalité. Là. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, moi, j'ai ma première maison que j'ai achetée. Donc, j'ai acheté un condo, ensuite un triplex, ensuite une maison à Blainville. Ouais. Et ça venait avec un bachelor. Ouais. Bachelor avec une entrée différente. Tout était comme à part, incluant l'électricité. Ça serait que ce soit à part, mais ouais. Oui. Et c'était un 3,5, un grand 3,5. Je me souviens, je l'ai ça à 585 en 2003. OK. En termes de règlement de zonage. Il y a 21 ans.
Puis, il y avait c'était vraiment beau. Puis, il y avait. J'ai même été à Post Canada, puis j'avais la même adresse en B. Ça fait qu'il y avait une adresse à part, là, et tout, là, avec oui, une boîte postale. Non, mais si c'est légal, puis c'est un logement légal, il faut que tu aies 2 adresses, là. C'est ça. Il faut que tu aies 2 adresses, deux adresses postales. Mais ouais. OK, puis là, ce que tu disais par rapport à ça, c'est qu'il assouplit les règles hypothécaires. Oui, c'est ça, check ça. À partir du 15 janvier 2025, les propriétaires pourront réhypothéquer leur maison jusqu'à 90% de sa valeur projetée après les travaux. Wow. Donc, c'est vraiment bon. Là. En fait, c'est bon pour les gens qui veulent faire ça. Ça, c'est une autre fois le gouvernement fédéral qui fait ça. Donc, disons, tu as une maison qui vaut 300 000 en ce moment. Ouais. OK, on va dire 400 parce qu'il n'y en a pas bien. Non, ça, c'est pas, là. Disons à 400 000. C'est une maison bien cute, là. 400 000. Là, tu te dis, bon, mais après que je vais faire mon bachelor en bas, qui va me coûter grosso modo 100 000, OK? On va dire ça de même. Ouais. C'est pour les besoins de la cause. Peut-être ça va coûter 65, 85, mais on va dire 100 000. C'est amener l'électricité, tout ça. Tu es rendu à 500 000 total. 500 000 total. Fait que là, tu peux hypothéquer 90% de ça, c'est 450 000. Ouais. Donc, tu as une maison qui vaut 400 000, tu peux hypothéquer jusqu'à 450 000, mais tu dois faire un bachelor. Mais la beauté de ça, c'est un logement accessoire. Selon moi, ça vaut pas le plus cher, le logement accessoire. Fait que, mettons, tu mets 100 000, puis là, la banque, elle évalue ça à 525 000. C'est selon l'évaluation de la banque, tu sais. Fait que même si toi, tu as juste mis 100 000, si l'évaluation après ça, elle excède là, ce que tu as mis plus le coût de la maison, ben c'est vraiment tant mieux. Là, tu vas récupérer encore plus d'argent. Tu sais. Exact. Fait que, il y aurait peut-être façon, si quelqu'un qui fait les travaux lui-même, peut-être, puis qui est qualifié, c'est d'aller chercher ça. Voilà, c'est ça le point que je veux faire. Exact. Donc, quelqu'un qui sait que les matériaux et 2-3 gars, pendant 3 mois, ça va lui coûter 50 000 matériaux, puis ceux qui vont l'aider. Il faut avoir les compétences en passant. Oui, c'est sûr, il faut avoir les compétences. Les travaux, Jean-Jean, les travaux, mais que, il a vu ça sur YouTube. YouTube. Il y a même YouTube qui est. Mais Jean-Jacques a plus de chance que. Check, si Jean-Jacques veut se faire un logement accessoire, Jean-Jacques, c'est un autre quelqu'un qui est capable de faire des travaux. Là, exact. Ou c'est le beau-frère, un des deux. C'est le beau-frère qui donne des conseils financiers. Ah, oh, exact. C'est ça, exact. Investi dans le Nortel. C'est ça. Donc, avec un amortissement maximal de 30 ans. OK? Et une limite supérieure fixée à 2 millions. En d'autres mots, c'est les maisons en bas de 2 millions qu'on peut faire ça. Oui, exact. Ça fait du sens, là. Mais ça inclut tout le monde, là. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être premier acheteur, tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose de neuf. Ça, c'est quelque chose que tu as. Puis dire à la place de vendre puis acheter, si je veux profiter aussi du 30 ans, ben là, je veux garder ma maison parce que je l'aime bien. Mais je rajoute un logement. Ils veulent aussi avoir plus d'habitants par kilomètre carré. Là. Ils veulent densifier. Là, ils veulent faire des villes de 15 minutes. C'est ça le plan. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment bien parce que moi, je trouve ça vraiment merveilleux, là, un bachelor. Il faut juste choisir son locataire avec diligence. Mais je trouve ça vraiment écœurant. Là. Tu peux avoir un locataire. Le locataire, lui, il peut avoir une petite cour même. C'est mieux des fois que certains logements. Fait que le locataire est content. Le propriétaire, lui, il y a un loyer qui rentre. Ça aide à payer la maison. Je trouve ça vraiment merveilleux des bachelors quand c'est bien fait, puis c'est selon le cas du bâtiment. C'est vraiment ça coche. Fait que, puis en passant, en ce moment, les banques sont vraiment dans le champ. Là, fait à l'avantage des propriétaires, là, ils surévaluent, en tout cas, selon mon avis. Là, je veux pas. Je veux pas. C'est mon expérience. Je ne veux pas généraliser pour toutes, là, mais j'ai une couple de dossiers de Plex. Là, la banque l'évalue ben trop cher, mais c'est tant mieux parce que vous, mon client, il hypothèque, mettons. Fait que, on dirait qu'ils. En tout cas, c'est les évaluateurs agréés, en fait, là, ils sont dans leur bureau, ils évaluent selon les revenus brut. On en a parlé dans les derniers podcasts. Là. Ils évaluent selon les revenus potentiels et non les revenus réels, qui est correct. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun acheteur qui va être prêt à payer ça, le prix que l'évaluateur agréé va l'évaluer. Mais si c'est pour une hypothèque, c'est parfait. Le propriétaire, lui, il est bien content, il récupère tout. Il récupère une grosse partie de son investissement, souvent.
dans le cas de rénovation. Là, fait que c'est vraiment bien, mais c'est ça. Fait que profitez-en, les banques sont dans le champ. Exact. Donc, un exemple de logement accessoire admissible, parfois appelé suite parentale, c'est la conversion d'un sol sous-utilisé ou d'un large espace inutilisé dans la cour arrière ou le côté de la propriété. Ouais. OK? Donc, en d'autres mots, là, ça ouvre la porte à beaucoup de propriétés. Ce n'est pas juste ton espace dans le sous-sol. Ça peut être dans ta cour ou à côté de la propriété. C'est comme le carport. Là. Il y en a qui ont beaucoup de maisons à Saint-Eustache, où j'ai grandi. Ils ont des carports. À Longueuil, il y en a beaucoup aussi. Là. À Longueuil aussi. Fait que c'est ça. Ça, c'est un bon exemple. Et bien qu'il puisse servir à la prochaine membre de sa famille, un propriétaire pourra aussi demander un loyer à des étrangers. Donc, tu peux le louer, là, à condition de ne pas s'en servir de la location à court terme sur des plateformes comme Airbnb. C'est ça. Fait qu'ils veulent des locataires qui sont stables, qui restent. Là. Ils veulent pas... Exact. Ouais. Puis ils veulent aussi aider le marché de la location. La crise du logement, ça va aider un peu. Là. Parce que même s'il y en a peut-être 5 000 dans les prochains 5 ans qui se rajoutent, ça va être plus que 5 000 probablement. 10 000, c'est 10 000 logements de plus là, qui sont déjà présents. Là, comme. Mais c'est qui établit ces règles-là de tout ça? C'est la banque ou c'est le gouvernement? Je n'ai pas vu en haut. Quelle règle? Mais la règle de pas de location à court terme, c'est qui? C'est le gouvernement. OK. C'est le gouvernement. Fait que là, mais c'est sûr, il va falloir qu'il y ait des inspecteurs, là, parce que exact. Tu fais ton Airbnb puis tu loues, là, tu obtiens 90% sur 30 ans, finalement, tu fais de la petite location à court terme qui peut être vraiment payante dans des secteurs. Là. Mais personne ne va savoir. Là. C'est ça. C'est un petit peu redneck. Mais non, mais je comprends. Mais il ne faut pas faire avec comme ceux qui louent des logements dans le Vieux-Montréal. Oui, exact. Mais c'est ça. Moi, j'avais vendu un chalet, puis selon le règlement de zonage, c'était pas permis la location à court terme de moins de 30 jours. Fait que tu fais louer à coût de 30 jours, mettons. Mais ça, il faut faire attention. Quelqu'un qui achète un chalet, il ne vérifie pas ses vérifications de zonage, puis il veut faire de la location de villégiature à court terme, mais là, tu peux être mal pris. Fait que c'est des vérifications qui sont extrêmement importantes à faire. Yeah. Et là, on va finir avec l'ouragan en Floride. Tu vois, au Québec, le marché augmente, les inscriptions augmentent, les ventes augmentent, les prix aussi, là. Et la question que les experts se posent, est-ce que l'ouragan Milton fera écouler l'immobilier, le marché immobilier? Je me souviens qu'en Floride, à Miami, lors de la crise de 2008, il y avait des condos à 30 000 US. Et ces condos-là, ils étaient vraiment bons. Là. C'était des très bons condos. L'affaire, c'est que tu ne pouvais pas les financer. Et les frais de condo, il y en a qui étaient 700, 900, 1200 US par mois. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont acheté, que je connais ici au Québec. Moi, je n'ai pas acheté, mais je le sais qu'il y avait un rallye pour les condos en Floride là, dans les années 2010, là, justement 2010-2018. Oui, mais c'est parce que les condos avaient tellement perdu de valeur à cause de la crise financière. Il y en avait qui en payaient 300 000 et les vendaient à 30 000. C'est incroyable. Ah non, c'est ça. Mais là, c'est plus le cas. Là. Avec que tu sois celui qui vend à 30 000. Là, qui achète, à 30 000. Qui achète, exact. Et il y a un courtier immobilier québécois à Tampa. Donc, M. Tremblay, qui dit que selon lui, la Floride a toujours eu des ouragans statistiquement et on a vécu, qui dit qu'il y a des feux de forêt en Californie puis au Canada avec des villes évacuées et il faut donc composer avec ça, mais l'attrait du soleil restera. Donc, pour lui, la Floride, c'est la vitamine C du Québec. Donc, les snowbirds vont continuer d'aller en Floride. Et c'est ça ma question que je voulais te poser. À part peut-être un danger pour le marché immobilier, est-ce que tu crois que les snowbirds québécois vont continuer d'aller en Floride ou ils vont changer leur fusil d'épaule et ils vont commencer à louer des chalets là, au Québec ou au Canada ailleurs? Ben, premièrement, je connais zéro le marché. You get the point. À l'extérieur de la Floride. Oui, c'est exact. Mais je connais zéro le marché du Mexique ou de la Floride. Là, mais ce que je pense, c'est que quelqu'un qui aime aller dans le sud, ça ne fait pas peur, les ouragans. Parce que moi, mettons, j'entends parler des ouragans.
Mais ça ne m'empêche pas d'aller. Là, je te parle d'un voyage d'une semaine, c'est sûr. C'est sûr que là, acheter, c'est différent. Mais, dans ta salle de bain. Ouais, mais ça ne fait pas peur, tu sais, moi, aller dans le sud, là. Fait que moi, je pense que ceux qui aiment vraiment le sud, probablement, ils ne voudront pas aller. Ils vont peut-être moi juste aussi, j'y allais. ils ne vont pas aller chercher des chalets et avoir fret la nuit, là, tu sais. Ils vont vouloir, d'après moi. Mais d'après moi aussi, c'est parce que là, sur le bord de la mer, c'est une affaire. Condo sur le bord de la mer, tu vois, tantôt, la photo que tu m'as montrée, là, l'espèce de. Tout le bord de la mer, c'était tout détruit, là. C'était effondré là, à cause de l'érosion. Mais ceux qui ont des condos qui ne sont pas sur le bord de la mer, mais qui sont plus, des fois, un peu plus dans le centre, mais pas dans le centre, mais c'est ça qu'il dit, lui. C'est ça. Il faudrait acheter de propriété neuve ou louer, propriété neuve et dans les terres. C'est ça. Donc, demandez à votre courtier qui vous amène un petit peu, juste 25 minutes à l'intérieur des terres. 25 minutes, avec des logements plus neufs, plus récents. Acheter au 2e étage dans une bâtisse en béton. C'est vraiment ça, là. Mais ça me ferait chier, vous, mettons, être 25 minutes de la plage, en tout cas. C'est moi. Là. Ouais. Mais bref, si t'es propriétaire, c'est une affaire, tu vis là. Mais c'est ça qui arrive, parce que souvent, les condos qu'ils ont là-bas sont faits pour les ouragans. Là. Ils ont des trucs anti-ouragans. Ouais. Ils ferment les fenêtres, puis tout est barricadé. Là. Fait que, les constructions sont faites pour ça, là-bas. Fait que si t'es pas sur le bord de la mer, tu risques, même s'il y a un ouragan qui passe, elle risque d'être correcte la maison. C'est pas une tornade, là, comme au Texas. Mais c'est sûr que sur le bord de la mer, là, ça commence à être plus risqué. Là. Puis, il y a des structures, des hautes tours à condo anti-ouragan aussi. Exact. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est pas si pire, là. Mais c'est sûr que c'est plus risqué. Là. Moi, personnellement, j'achèterais pas quelque chose là-bas. Là, mais je connais pas le marché là-bas. Puis, et si vous êtes en condo sur le bord de la plage, comme tu dis, check, un autre inconvénient, ou au premier plancher sur le bord de la plage, c'est certain que votre prime va sûrement doubler ou tripler. Et moi, je dis que ça se peut que les assurances assureront plus là, à un moment donné. Là. Ah ouais, mais là, j'imagine. Mais oui, en plus, surtout ici, quand tu es ici. Là, ah ouais, c'est fini. Là. Exact. À chaque année ou à chaque 2 ans, il faut qu'ils payent 500 000 ou 1 million de maisons. Là, mais la prime va tripler, puis ça va. Il y a des trucs qui ne seront même pas assurables. Là, la franchise, mettons pour les dégâts d'eau, ça va être 50 000. Exact, c'est ça. Exact. Ou 500 000, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Rendu là. Construire la maison, tu sais, avec la franchise. Exact. Alors, David, on a fait pas mal le tour des sujets aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Moi, ça fait le tour. C'était vraiment plaisant, comme d'habitude. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez sur mon site internet ou envoyer des commentaires, on va vous répondre. Exactement. Et dans le. À gauche, là, mais sur les. moi, il m'enverra les questions immobilières. Si quelqu'un veut te parler, je vais te le dire. Exact. Et dans la description, il y a les sites web de mon site web et son site web. Donc, vous pouvez juste cliquer là-dessus et vous pouvez le contacter directement. Sinon, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao.